Le silence. Un silence qui vous écrase les poumons. 20 femmes nobles en robe de soie retiennent leur souffle. Les membres du conseil se penchent en avant sur leurs chaises en chêne sculpté. Chaque loup dans la grande salle observe la servante tremblante au centre du sol en marbre noir. Elle tient un calice en argent. Une seule gorgée prouvera qu'elle est digne. Une seule gorgée pourrait arrêter son cœur en 4 minutes. Alors qu'Isadora Whitewood lève la coupe vers ses lèvres, ses mains tremblent. Le liquide à l'intérieur reflète la lueur des bougies. Ambrée, magnifique, mortelle. Elle s'arrête, porte le rebord juste sous son nez et inspire. Ses mains deviennent parfaitement immobiles. Le tremblement cesse, tout simplement. Elle abaisse la coupe, lentement, si lentement que la salle entière semble retenir son souffle avec elle. Puis elle lève les yeux, droit sur le conseiller Balthazar Ravens, l'homme qui lui a tendu le calice. L'homme aux cheveux d'argent et au regard froid, assis en bout de table comme un roi sur un trône d'emprunt. Et elle parle. Sa voix est claire, comme l'air d'hiver sur un sol gelé, aconite des Alpes. Le visage de Balthazar ne change pas, mais quelque chose vacille derrière ses yeux. Récolte tardive. Après le premier gel, la voix d'Isadora s'affermit à chaque mot. De l'huile de racine, pas des pétales. Quelqu'un dans la foule halète de surprise. Une dose de cérémonie requiert 3 pétales écrasés par gaillon de vin. Elle repose le calice sur le plateau d'argent. Le léger tintement résonne comme une cloche. Ceci contient de l'huile de racine distillée, assez pour arrêter le cœur d'un alpha en 4 minutes. La salle explose. Les femmes nobles hurlent. Les gardes s'avancent. Les membres du conseil frappent du poing sur la table. Mais Isadora reste parfaitement immobile au milieu du chaos. Elle regarde l'homme qui vient d'essayer de la tuer, et elle pense. Comment suis-je arrivé ici? La grande salle du donjon d'obsidienne sent le désespoir luxueux, du parfum floral, beaucoup trop, le genre que les filles de riches portent quand elles essaient de masquer l'odeur de la peur. Isadora connaît cette odeur. Elle nettoie les sols de ce château depuis 7 ans. Elle connaît chaque odeur, les bougies en cire d'abeille, le chevreuil rôti, l'âcre relent métallique de l'ambition politique. Elle sait comment être invisible. En ce moment, l'invisibilité est la seule chose qui la maintient en vie. Elle plaque son dos contre le pilier de marbre, tout au bord de la salle. Ses doigts serrent un plateau d'argent vide, le même plateau qu'elle porte depuis des heures. Elle ramassait les flûtes de champagne en cristal sur les tables du périmètre. Personne ne la remarque. C'est le but. Sa robe de laine grossière est de couleur de cendre. Ses cheveux sombres sont épinglés si serrés que ça lui tire le cuir chevelu. Il y a une tache de suie sur sa pommette gauche. Elle l'a mise là exprès ce matin, car les servantes propres se font remarquer, et les servantes remarquées se font punir. Choisissez n'importe quelle femme. La voix du conseiller Balthazar Ravens perce le silence étouffant. Elle est rauque, comme le vent dans les feuilles mortes. Il se tient devant le trône surélevé, devant le roi Alpha Caspian Ashford, devant l'homme le plus puissant des territoires du Nord, n'importe quelle femme de sang noble. La meute a besoin d'une Luna. Nos frontières fracturées exigent des alliances. Balthazar écarte les mains. Raisonnable, inquiet, choisissez et finissons-en. Isadora observe depuis l'ombre. Elle ne peut pas s'en empêcher. Elle est censée garder les yeux rivés au sol. C'est la première règle que maîtresse Odessa lui a apprise il y a 7 ans, quand elle est arrivée en titubant dans la cuisine, à moitié morte de faim. Garde les yeux baissés, la bouche fermée. Ton existence, discrète. Mais en cet instant, elle ne peut s'empêcher de fixer la scène qui se déroule au centre de la salle. Les 20 filles et des alphas les plus puissants se tiennent sur une ligne scintillante. Elles sont magnifiques. Toutes, drapées de soie et de bijoux rares. Le cou nu en signe de soumission rituelle. Elles terrifient Isadora. Pas parce qu'elles sont cruelles, bien que certaines le soient, mais parce qu'elles représentent tout ce qu'elle a perdu. Tout ce qu'elle ne pourra plus jamais être. Le roi Alpha est assis sur son trône comme s'il préférait être n'importe où ailleurs. Caspian Ashford. 30 ans, de larges épaules, des yeux sombres qui semblent en avoir trop vu. Il porte une tenue de cérémonie, un manteau de cuir noir avec des épaulières en argent, mais il donne l'impression que c'est une armure qui l'emprisonne, plutôt qu'un pouvoir qu'il revendique. Ses doigts tapotent l'accoudoir. 1, 2, 3, 4. Le rythme ne change jamais.
À côté de lui est assis Fantôme, le chien de guerre. Isadora a déjà vu Fantôme de loin. Tout le monde l'a vu, mais de près, la bête est encore plus terrifiante que ce que les histoires racontent. Un croisé lévrier irlandais, près d'un mètre au garrot, un pelage couleur de nuages d'orage. Une cicatrice en zigzag court de son œil gauche jusqu'à sa mâchoire. Un souvenir des rébellions du Nord. Fantôme n'est pas un animal de compagnie, c'est un soldat. En ce moment, l'énorme chien est assis, rigide, les oreilles plaquées contre son crâne. Ses yeux ambrés scrutent la foule avec un dégoût visible. Il déteste ça. Isadora le sent. Parce qu'elle aussi, elle déteste cela. Et d'une manière ou d'une autre, à travers la vaste étendue de la salle, elle ressent une étrange affinité avec l'animal balafré qui semble préférer arracher la gorge de quelqu'un plutôt que de subir une minute de plus de ce théâtre politique. Nous attendons, mon roi. La voix de Balthazar sointe d'une impatience à peine voilée. Il s'avance. Ses cheveux d'argent brillent à la lueur des bougies. Dame Callista de la meute du voile de fer apporte une dot de 300 acres et des droits miniers. Le choix est stratégique. Le choix est clair. La mâchoire de Caspian se crispe. Les doigts qui tapotaient s'arrêtent. Et dans ce moment de silence absolu, quelque chose se produit. Fantôme se lève. Le souffle collectif de la salle disparaît. Plusieurs femmes nobles reculent instinctivement. Le froufrou des robes de soie, le cliquetis des bijoux. Car Fantôme n'est pas un chien que l'on approche nonchalamment. Il a tué des généraux ennemis, traqué des assassins à travers des blizzards. Il ne tolère absolument personne sauf le roi. Sa tête massive s'abaisse, ses narines se dilatent. Il a senti une odeur. Boum, boum, boum. Le son de ses lourdes pattes résonne sur le sol de marbre poli alors qu'il descend les 3 marches de l'estrade. Caspian ne le rappelle pas. Le roi se contente de regarder. Son regard se rétrécit, soudain, intense, concentré. Fantôme passe devant la lignée des filles nobles. Il ne jette même pas un regard à Dame Callista dans sa robe de soie émeraude. Il ne s'arrête pas devant Dame Rosalind avec sa couronne de diamants. Il marche avec la démarche lente, délibérée et prédatrice d'un chasseur qui sait exactement où se cache sa proie. Droit vers les ombres, au bord de la salle. Non. Le cœur d'Isadora martèle ses côtes. Non, 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 non. Elle ferme les yeux très fort, se presse plus fort contre le pilier de marbre, comme si elle pouvait se fondre dans la pierre elle-même. S'il vous plaît, passez juste votre chemin. Elle prie n'importe quelle déesse qui pourrait l'écouter, bien qu'elle ait cessé de croire aux déesses il y a 7 ans, quand elles ont laissé toute sa famille brûler. Le souffle lourd et chaud effleure ses mains. Isadora se fige. Le plateau d'argent vide cliquette contre ses cuisses tremblantes. Elle ouvre lentement, si lentement les yeux et baisse le regard. Fantôme, la bête terrifiante qui a déchiqueté des soldats ennemis avec ses crocs, est assise juste en face d'elle. Il lève la tête, des yeux ambrés, intelligent, complice. Et puis, avec un léger gémissement qui résonne comme un coup de feu dans la salle silencieuse, l'énorme chien pose son menton balafré directement sur ses mains tachées de cendre. Quelqu'un laisse tomber un verre. Il se brise. Le son retentit comme un glas. Le souffle d'Isadora se coupe. Elle fixe le chien. Puis lentement, douloureusement, elle lève son regard au-delà de la bête, à travers la vaste étendue de marbre noir, au-delà des femmes nobles figées, au-delà des membres du conseil choqués, droit vers le trône. Le roi Alpha Caspian Ashford la regarde droit dans les yeux, et pour la première fois de la soirée, le roi n'a pas l'air de s'ennuyer. Éloignez cette bête de la servante. La voix de Balthazar claque comme un fouet. Son visage est devenu d'un violet marbré. Son calme soigneusement construit est brisé. Garde! Il fait un geste brusque. Enlevez le chien. Jetez cette fille dans les cachots pour avoir perturbé la cérémonie. 2 gardes en armure lourde s'avancent, les mains sur la garde de leur épée. Faites un pas de plus. La voix de Caspian est calme. Mais elle porte une tonalité mortelle, vibrante, qui pousse chaque loup dans la salle à exposer instinctivement son cou. Et vous quitterez cette zone sans vos têtes. Les gardes se figent, leurs bottes clouées au sol. Caspian se lève, lentement, comme un serpent qui se déroule avant de frapper. Il est grand, plus large qu'Isadora ne l'avait imaginé de loin. Il se déplace avec une grâce fluide qui ne devrait pas être possible pour quelqu'un de sa taille.
Il ne regarde pas Balthazar. Il ne regarde pas les membres du conseil outrés, ni les filles nobles humiliées. Il ne regarde que la jeune fille coincée contre le pilier par la tête massive de son chien. Isadora essaye de retirer ses mains, de laisser tomber le plateau, de courir. Mais Fantôme gémit brusquement, presse son menton plus fort contre ses poignets. La clouant sur place, le chien la maintient là délibérément. Caspian, Balthazar se mettent sur le chemin du roi. Le désespoir s'insinue dans sa voix. C'est une parodie. Le chien est confus. La fille empeste la graisse de cuisine. Elle le distrait. Fantôme n'est jamais confus. La voix de Caspian baisse encore, plus douce, ce qui la rend étrangement plus terrifiante. Il a traqué un assassin renégat à travers un blizzard de 3 jours en utilisant seulement l'odeur d'un gant tombé. Il tourne enfin ses yeux sombres vers le conseiller. Il n'est pas distrait par du canard rôti. Caspian contourne l'aîné qui bredouille. Il entame la longue marche à travers la salle. La foule s'écarte devant lui comme l'eau autour d'une pierre. Isadora le regarde approcher. Chaque instinct de survie qu'elle a affiné pendant 7 ans lui hurle de tomber à genoux, d'exposer son cou, de supplier le pardon d'exister dans son champ de vision. Mais ses genoux ne ploignent pas. Ses mains sont piégées sous la mâchoire de Fantôme, tremblant toujours, mais son menton reste droit. Elle fixe la broderie d'argent complexe sur son manteau de cuir sombre. Elle n'arrive pas à croiser son regard. Il sent le pain, l'air froid et quelque chose d'électrique qui lui picote la peau. Caspian s'arrête à environ 1 mètre et regarde Fantôme. La queue du chien balaie le sol de marbre une fois, lentement, délibérément. Puis Fantôme regarde d'Isadora au roi et de nouveau vers elle, comme s'il les présentait. Il n'a jamais fait ça. La voix de Caspian est si basse que seule Isadora peut l'entendre. Il y a de l'émerveillement, de la confusion et quelque chose qui pourrait être de l'amusement. Isadora déglutit difficilement. Sa gorge semble tapissée de sable. Je n'ai pas de nourriture sur moi, sœur. Je le jure. Sa voix sort rouillée comme une vieille charnière de porte. Je ne faisais que ramasser des vers. C'est la première fois qu'elle parle plus fort qu'un murmure depuis des mois, peut-être des années. Caspian incline la tête, étudiant son visage. Elle le voit remarquer la laine grossière, le col effiloché, la cendre sur sa joue, mais son regard s'attarde sur ses yeux. Ils sont gris, de la couleur du ciel avant une forte neige. Elle le sait parce que sa mère le lui disait avant, quand il y avait un avant. « Quel est votre nom » ? 3 mots, pas un ordre, une question. Le souffle d'Isadora se coupe. Isolde. Elle ne donne pas son nom de famille. Elle ne peut pas. Ce nom est mort il y a 7 ans dans les flammes et le poison. Mon roi. Elle l'ajoute rapidement, se souvenant du protocole. Le silence tombe, lourd, absolu. Et Isolde réalise ce qu'elle vient de dire. Isolde, le titre qu'ils essaient de lui imposer. Luna, un nom donné à la plus humble servante de son donjon. L'ironie a un goût de cendre sur sa langue. Tiens, la voix de Balthazar tremble maintenant, d'une rage à peine contenue. Le conseil exige un choix. Les meurtres attendent. Nous ne pouvons pas. Nous n'allons pas permettre. Le conseil m'a dit de choisir n'importe quelle femme. Caspian ne rompt pas le contact visuel avec Isolde, mais sa voix porte à travers la salle, claire, finale. C'étaient vos mots exacts, conseiller Ravens. N'importe quelle femme. Il tend la main. Isolde sursaute, s'attendant à un coup. Sa grande main s'enroule doucement autour de son poignet. Calleuse, chaude, prudente. Il soulève sa main de la mâchoire de Fantôme. Le chien se lève immédiatement, appuie son corps lourd contre sa jambe, un mur solide entre elles et tous les autres dans la salle. La cérémonie est terminée. La voix de Caspian résonne sous le plafond voûté. Il baisse les yeux vers Isolde, ses yeux sombres contenant une question qu'elle ne comprend pas. « Venez avec moi. » Ils ne vont pas aux cuisines. Ils contournent complètement les quartiers des serviteurs. Caspian la guide à travers de lourdes portes en chêne dont Isolde a passé 7 ans à récurer des charnières, mais qu'elle n'a jamais, pas une seule fois, franchi l'aile royale. L'air ici a une odeur différente. Cire d'abeille, bois précieux, le léger parfum de sachets de lavande glissés dans les tiroirs à linge. Les sols en pierre sont recouverts d'épais tapis cramoisis qui étouffent le bruit des pas. L'esprit d'Isolde est vide. Complètement, totalement vide. Le choc a anesthésié sa terreur,
ne laissant qu'un bourdonnement creux dans ses oreilles. Fantôme marche près d'Isolde, son épaule heurtant parfois sa cuisse, la faisant avancer quand ses jambes menacent de lâcher. Caspian ne parle pas, jusqu'à ce qu'il pousse une double porte menant à une immense chambre à coucher. Il lui fait signe d'entrer. Isolde entre avec des jambes engourdies. La pièce est plus grande que tout le dortoir des serviteurs. Un lit à baldaquin domine le centre, drapé de fourrure sombre et de draps de soie. Un feu crépite dans l'âtre, chaud, accueillant. Elle veut s'enfuir. Caspian entre derrière elle et ferme les portes. Le clic lourd de la serrure sonne comme la porte d'une cellule de prison qui se referme. Isolde recule immédiatement, jusqu'à ce que ses épaules heurtent la pierre froide du manteau de la cheminée. Elle serre le plateau d'argent vide contre sa poitrine, un bouclier, une arme, quelque chose. S'il vous plaît. Le mot lui échappe, l'engourdissement se brise, laissant la panique l'envahir à nouveau. Je ne sais pas c'est ce que vous voulez de moi. Sa voix se brise. Je n'ai rien. Je ne suis rien. Caspian se dirige vers une lourde table d'appoint en chêne, verse un liquide ambré d'une carafe en cristal dans 2 verres et lui en tente un. Elle ne bouge pas. Il le pose sur le manteau à côté d'elle, à portée de main, mais sans forcer. Il prend d'une lente gorgée de son propre verre, l'observant par-dessus le bord. « Je ne veux rien de vous, Isolde. » Sa voix a changé. La résonance autoritaire de l'alpha dans la grande salle a disparu, remplacée par quelque chose de plus calme, de plus humain, de fatigué. Vous pouvez poser le plateau. Elle ne le fait pas. Ses jointures sont blanches sur l'argent. Si vous ne voulez rien, ces mots sortent plus vite maintenant. Défensifs, désespérés. Alors pourquoi suis-je ici? Ils vont me tuer. Le conseiller Ravens me fera éviscérer à la seconde où vous partirez. Ravens ne peut pas vous toucher dans cette aile. Caspian s'approche du feu. La lumière chaude attrape les rides autour de ses yeux, le faisant paraître plus vieux que 30 ans, épuisé. Et vous êtes ici parce que si j'avais choisi l'une de ces filles ce soir, j'aurais livré la moitié de mon armée à une meute rivale. Il s'arrête, prend une autre gorgée. Le conseil veut une reine fantoche qu'ils peuvent contrôler pour me tenir en laisse. Isolde le dévisage, la poitrine haletante. Alors vous m'avez utilisé pour les contrarier. Les mots sortent, plats, accusateurs. Les serviteurs ne parlent pas au roi comme ça. Ils s'excusent. Ils rampent. Mais Isolde est si loin des règles de conduite des serviteurs qu'elle en a complètement perdu le nord. Caspian s'arrête, abaisse son verre. Il a l'air sincèrement surpris. Oui, il l'admet, sans honte, sans excuse. C'est ce que j'ai fait. L'honnêteté est en quelque sorte pire qu'un mensonge. Mais, il pose son verre sur le manteau près du sien. Je fais aussi confiance à mon chien. Il regarde Fantôme, qui s'est enroulé sur un énorme tapis de fourrure près des pieds d'Isolde. Les yeux de la bête sont mi-clos, contents, comme si c'était exactement là qu'il voulait être. Fantôme ne trouve pas que les menaces. La voix de Caspian s'adoucit. Il trouve les survivants, les gens qui ont appris à endurer. Il fait un pas prudent vers elle. Isolde se crispe, mais il s'arrête, lui laissant de l'espace. Il est passé devant 20 femmes noyées sous le parfum de luxe pour trouver une fille cachée dans la cendre. Le regard de Caspian fouille de son visage. Pourquoi? Isolde serre les lèvres, détourne le regard vers les flammes vacillantes. Elle ne peut pas le lui dire. Pas encore. Vous ne tremblez plus. L'observation de Caspian est calme. Isolde baisse les yeux sur ses mains. Il a raison. Le tremblement violent a cessé. Quand est-ce que ça s'est arrêté? Vous étiez terrifié dans la grande salle. Il continue, la voix prudente, comme s'il cartographiait un terrain dangereux. Mais vous n'aviez pas peur de moi. Vous n'avez pas sursauté quand je me suis approché. Il s'arrête. Vous avez sursauté quand Ravens a crié. La prise d'Isolde sur le plateau se resserre. Vous aviez peur d'être vu. La compréhension naît dans sa voix. Pas de moins de vie, de la visibilité elle-même, elle ne dit rien. Je suis une servante. Les mots ont un goût de reddition. Être vu signifie être puni. Ne me mentez pas. La voix de Caspian est douce, mais il y a de l'acier en dessous. Il tend la main, lentement, annonçant le mouvement, prend le plateau d'argent de ses doigts rigides et le pose sur une table. Vous avez la posture de quelqu'un qui a été battu. Sa voix baisse encore. Mais les yeux de quelqu'un qui s'est défendu. Il est assez proche maintenant
pour qu'elle sente la chaleur qui émane de lui. D'où vient la cicatrice sur votre clavicule? La main d'Isolde vole à sa gorge. Le col haut de sa robe de laine la cache presque entièrement. Mais une fine ligne blanche dépasse juste au-dessus du tissu. Ses yeux brillent d'un feu défensif soudain. Je suis tombé. Le mensonge est fluide, répété. Elle l'a dit 100 fois à maîtresse Odessa, aux autres serviteurs qui le remarquent parfois. Caspian la fixe et le coin de sa bouche tressaille. Pas tout à fait un sourire, plutôt une reconnaissance sinistre. Terrible mensonge. Il recule, brisant l'intensité de la proximité. Vous allez dormir ici ce soir. Il désigne l'immense lit. Dans le lit. Je prendrai le canapé dans le bureau d'à côté. Il se dirige vers les lourdes portes communicantes, la main sur la poignée en laiton, s'arrête, la regarde par-dessus son épaule. Demain, le conseil demandera une audience. Ils essaieront de vous démolir avec des mots, d'essayer de prouver que vous êtes inapte, faible, indigne. Ses yeux croisant les siens. Prouvez que mon chien avait raison, Isadora. Un temps. Survivez-la, survivez-la. Puis il disparaît. La porte du bureau se ferme avec un léger clic, laissant Isadora seule dans la pièce la plus opulente qu'elle ait jamais vue, avec un chien de guerre enroulé à ses pieds et absolument aucune idée de ce qui va se passer. Elle ne dort pas. Bien sûr que non. Isadora passe la nuit entière assise, rigide, au centre de l'immense lit drapé de soie, les genoux ramenés contre sa poitrine, les bras serrés autour de ses tibias. Le feu se consume jusqu'à n'être que des braises rougeoyantes, projetant de longues ombres à travers la pièce. Fantôme ne part jamais. Il est passé du tapis au pied du lit à un moment donné. Une barricade lourde et respirante entre elle et la porte. Ses oreilles tressaillent à chaque son lointain. Des pas dans le couloir, une porte qui se ferme quelque part au loin, le craquement du vieux bois qui se tasse. Chaque fois, ses yeux ambrés s'ouvrent, scrutent l'obscurité, puis se referment quand il détermine qu'il n'y a pas de menace. Isadora le regarde. Cette créature massive qu'il a choisie. Comment? La question tourne en boucle dans son esprit épuisé. Elle ne le comprend pas encore, mais il y a quelque chose dans sa présence, solide, protectrice, familière d'une manière qu'elle ne peut expliquer. Isadora tend la main timidement, la pose sur sa tête massive. Sa fourrure est chaude sous ses doigts, épaisse, douce. La respiration de Fantôme s'approfondit. Il bouge légèrement, se pressant contre son contact. Et pour un bref instant dans l'obscurité, Isadora s'autorise à se sentir en sécurité. L'aube arrive, pâle, froide, se glissant à travers les lourds rideaux de velours. Isadora n'a pas bougé du lit. Ses yeux sont secs. Elle a dépassé le stade des larmes. Un coup sec brise le silence. Elle sursaute avant de pouvoir bouger. La double porte s'ouvre. Une procession entre. 4 servantes âgées portant une baignoire en laiton, des seaux d'eau fumante, des vêtements drapés sur leurs bras. À leur tête se trouve une femme qu'Isadora ne connaît que trop bien, maîtresse Odessa, la gouvernante en chef, 65 ans, des cheveux gris acier tirés en un chignon sévère, les mains calleuses après des décennies à gérer une maisonnée de centaines de personnes. Le visage d'Odessa est taillé dans la pierre, mais ses yeux s'écarquillent quand elle voit Isadora assise sur le lit du roi. Chaque servante dans la pièce se fige, le silence est écrasant. Fantôme se lève, se place aux côtés d'Isadora, un faible grondement montant de sa poitrine. Posez ça. La voix d'Isadora tranche la tension. Elle sort différemment de ce qu'elle voulait, ni soumise, ni désolée, mais plate, froide. Une voix qu'elle n'a pas utilisée depuis ses 16 ans, quand elle donnait des ordres aux palefreniers et au personnel de cuisine dans le donjon de son père. Les servantes s'empressent, posent de la baignoire, versent l'eau avec des mains tremblantes. Elles ne la regardent pas, ne peuvent pas. Une servante sur le lit du roi est une impossibilité que leur esprit ne peut traiter. Odessa reste debout, fixant un poing sur le mur juste au-dessus de la tête d'Isadora. Le roi demande que vous le rejoigniez dans le couloir dans 1 heure. Sa voix est tendue, contrôlée. Elle désigne une robe qu'une des plus jeunes servantes tient, en soie pêche, dégoulinant de dentelles et de perles, le genre de robe qui crie délicate, inoffensive, décorative. Une cage faite de fils. Isadora la regarde, puis regarde Odessa. Non. Le mot tombe comme une pierre. Odessa cligne des yeux.
Son sang-froid se fissure. Elle a été choisie par l'épouse du conseiller Raven. Il est d'usage de... J'ai dit non. Isadora glisse hors du lit. Ses pieds nus touchent l'épais tapis. Elle passe devant des servantes tremblantes, devant le bain fumant, droit vers l'énorme armoire en chaîne de Caspian, et l'ouvre. L'intérieur sont le pince et le cuir. Ses vêtements, sombres, sévères, pratiques. Tout au fond, presque oublié, se trouve un habit d'équitation pour femmes. Laine grise anthracite, renforts en cuir au coude, col haut et rigide. Il a dû appartenir à sa mère, la défunte reine. Une femme qui passait apparemment plus de temps à cheval que dans les salles du conseil. Isadora le sort, le tient contre elle. Il ira, à peu près. Elle se tourne pour faire face à la pièce. 5 paires d'yeux choqués la fixent. Je porterai ça. Sa voix est stable maintenant. Partez. Les servantes s'enfuient, se bousculant presque dans leur hâte de sortir, mais Odessa ne bouge pas. Elle ferme la porte derrière les autres, reste là, regardant Isadora, avec une expression qui lui serre la poitrine. Enfant, la voix d'Odessa est douce maintenant. Le masque de la gouvernante est tombé. Qu'est-ce que tu fais? Isadora serre l'habit d'équitation gris. Je survis. Ils te détruiront. Odessa s'approche. Le conseiller Raven va... Je sais ce qu'il va essayer de faire. Les mots sortent durs. Isadora croise le regard de la femme plus âgée et y voit de la reconnaissance, de la compréhension. Odessa a toujours été gentille avec elle, par petites touches, une portion supplémentaire au dîner, une charge de travail plus légère quand Isadora semblait particulièrement épuisée, une protection contre les serviteurs les plus cruels. Mais elles n'ont jamais parlé du pourquoi, jamais reconnu l'accord silencieux entre elles, jusqu'à maintenant. Vous saviez, ce n'est pas une question. Le visage buriné d'Odessa s'adoucit. J'ai connu ta mère, je t'ai mise au monde avec ses mains, elle est les lèvres, balafrées, fortes. Je t'ai reconnu le jour où tu as débarqué dans ma cuisine à moitié morte. Des larmes piquent les yeux d'Isadora. Pourquoi n'avez-vous rien dit? Parce que tu étais plus en sécurité invisible. La voix d'Odessa se brise. Parce qu'une fille morte ne peut pas être blessée 2 fois. Elle traverse la pièce, prend le visage d'Isadora dans ses mains calleuses. Mais tu n'es plus invisible, mon enfant, et ce qui va suivre mettra à l'épreuve chaque partie de toi. Isadora hoche la tête, incapable de parler à cause de la boule dans sa gorge. Odessa recule, redresse sa colonne vertébrale, le masque de la gouvernante se remettant en place. Alors porte l'habit d'équitation. Sa voix se raffermit. Porte-le comme une armure et souviens-toi. Elle s'arrête à la porte. Ta mère serait fière. Puis elle disparaît, laissant Isadora seule avec un choix à faire. La soie pêche qui promet qu'elle jouera selon leurs règles, ou la laine grise qui déclare la guerre. Elle regarde Fantôme. Le chien l'observe, ses yeux ambrés stables. Isadora prend une profonde inspiration et attrape le vêtement gris. 30 minutes plus tard, Isadora se tient devant le miroir. Elle se reconnaît à peine. L'habit d'équitation lui va comme s'il avait été fait pour elle, le col haut dissimulant la cicatrice sur son cou, la taille cintrée, des bottes pratiques qu'Odessa a laissées devant la porte sans qu'on le lui demande. Ses cheveux sombres sont tressés serrés contre son crâne. Pas de mèche lâche à attraper, pas de bijoux, pas de parfum, rien de doux, rien de fragile. Elle ressemble à quelqu'un qui s'attend à un combat, ce qui, suppose-t-elle, est le cas. On frappe à la porte, un coup ferme, pas celui d'un serviteur. Isadora ouvre. Caspian se tient dans le couloir. Il porte une tenue formelle d'alpha, un manteau sombre avec des épaulières en argent qui élargissent ses épaules. Il ressemble à un homme se préparant à la guerre, pas à une réunion du conseil. Son regard la balaie, remarquant la laine grise, les tresses sévères, le col haut. Quelque chose vacille sur son visage, de l'approbation, peut-être même du respect. La femme de Raven est envoyée une robe pêche. Sa voix est neutre, mais il y a une question sous-jacente. Pourquoi ne la portez-vous pas? Isadora croise son regard, sans ciller. Parce que le pêche est la couleur d'un fruit meurtri. Un temps, et je n'ai aucune intention d'avoir l'air meurtri pour votre conseil. Pendant un instant, Caspian la fixe. Puis, le coin de sa bouche tressaille. Ce n'est pas tout à fait un sourire, mais ça s'en approche. Fantôme. Il n'élève pas la voix, mais le chien de guerre se matérialise depuis les ombres de la pièce et se met parfaitement au pas sur le côté gauche d'Isadora.
Restez près de moi. La voix de Caspian prend ce registre autoritaire qui lui fait frissonner l'échine. Ils essaieront de vous piéger avec des mots. Laissez-les parler. Ses yeux la fixent, intenses. Plus ils parlent, plus ils exposent leur propre gorge. Il ne lui offre pas son bras. Un roi n'escorte pas une servante. Mais alors qu'il marche dans le long couloir vers la salle du conseil, Caspian ajuste délibérément sa foulée à la sienne, s'assurant qu'elle n'est jamais à plus d'un pouce derrière son épaule. Ils vont à la guerre, et Isadora réalise avec une étrange clarté qui perce sa peur qu'elle n'est pas seule. La salle du conseil est une pièce circulaire construite en acajou sombre. 7 chaises à haut dossier disposées en demi-cercle. 7 anciens qui contrôlent le destin des territoires du Nord. Ils ressemblent à des vautours perchés au bord d'une falaise, les yeux vifs, affamés, entièrement fixés sur la porte. Quand Caspian entre, il se lève. Respect obligatoire. Mais l'air est lourd d'insubordination. Quand Isadora franchit le seuil derrière lui, une inspiration collective et sifflante traverse la chambre. Le visage du conseiller Balthazar Raven se crispe. Un dégoût pur non filtré. Mais en dessous, autre chose. La peur. Caspian se dirige vers le centre de la pièce, prend place à la tête de la lourde table en bois. Il n'y a pas de chaise pour Isadora. Un affront délibéré destiné à la forcer à se tenir devant eux comme une prisonnière attendant sa sentence. Avant que quiconque puisse parler, Caspian tend la main, attrape la lourde chaise en chêne à sa droite, la traîne sur le sol avec un grincement fort et violent de bois sur la pierre et la positionne directement à côté de la sienne. Asseyez-vous. Un seul mot, un ordre. Isadora s'assoit, garde le dos droit, les mains jointes sur ses genoux pour cacher le léger tremblement de ses doigts. Fantôme s'enroule immédiatement autour de ses bottes, son poids massif un ancrage rassurant dans la pièce hostile. Roi Alpha. La voix de Balthazar sointe d'une fausse diplomatie. Nous nous réunissons ce matin en espérant que les simagrées de la nuit dernière sont passées. Il écarte les mains. Soyons raisonnables. La meute est dans un état fragile. Nous ne pouvons pas nous permettre d'insulter nos alliés pour un moment d'égarement. Il n'y a pas eu d'égarement. La voix de Caspian est douce, baisse, terriblement calme. Il se penche en arrière dans sa chaise, l'air totalement détendu, ce qui le rend en quelque sorte plus dangereux. On m'a dit de choisir n'importe quelle femme. J'ai choisi. Vous avez choisi une laveuse de sol. L'ancien Marcus frappe du poing sur la table, son visage mince rougi par la rage. Une fille sans odeur de meute, sans lignée, sans famille. Il se penche en avant. Elle est un vide, Caspian. Une Luna doit être le cœur de la meute. Elle doit saigner pour son peuple. Sa voix s'élève. Que sait cette créature de nos traditions? Elle sait comment survivre. La réponse de Caspian est glaciale. Ce qui est plus que ce que je peux dire des héritières choyées que vous me présentez. La survie est le trait d'un rat. Balthazar ricane, s'avance. Pas d'un loup. Il fait signe à un serviteur debout dans l'ombre. Le serviteur s'approche, portant un plateau d'argent. Dessus se trouve un calice orné de bijoux. Le sang d'Isadora se glace. Elle connaît ce rituel, en a entendu des murmures dans les cuisines tard le soir, quand les serviteurs plus âgés parlaient des vieilles traditions, des tests barbares, du rite de pureté. La Luna potentielle boit un vin de cérémonie additionné d'aconie diluée. Le processus de guérison surnaturelle d'un vrai loup traite la toxine en quelques minutes. Un loup faible ou un humain meurt. Mais si l'alpha insiste sur le fait que cette créature est digne, les yeux de Balthazar brillent d'un triomphe malveillant, alors elle doit subir le rite traditionnel comme l'exige la loi de la meute. Toute la posture de Caspian change. L'attitude détendue disparaît, remplacée par une tension létale et contenue. Le rite de pureté est une relique. Il n'a pas été utilisé depuis un siècle. C'est la loi. Le sourire de Balthazar est un rictus de prédateur. Si elle doit être Luna, elle doit prouver sa force. Le serviteur pose le calice sur la table, directement devant Isadora. Le liquide à l'intérieur reflète la lueur des bougies, ambrées, magnifiques, mortelles. La main de Caspian jaillit, planant juste au-dessus de la coupe. Ravens, si vous avez empoisonné, je le prendrai. La voix d'Isadora coupe la tension montante. La tête de Caspian se tourne brusquement vers elle, ses yeux écarquillés d'avertissement. Non. Son regard crie « Ne fais pas ça ».
Mais Isadora tend déjà la main vers le calice. Ses mains sont stables maintenant, parfaitement, complètement stables. Elle enroule ses doigts autour du métal froid, le soulève, et c'est là que nous avons commencé. C'est le moment qui définira tout ce qui va suivre. Isadora porte le rebord du calice juste sous son nez, inspire. L'odeur la frappe comme un coup physique, vive, douce, agressivement métallique. Pas l'odeur terreuse et terne de l'aconie commun. La formation de sa mère refait surface, des années de leçons à l'apothicaire à identifier des centaines de plantes par leur seule odeur. Aconite des Alpes, récolte tardive, huile de racine. Elle abaisse la coupe lentement. La pièce retient son souffle, et Isadora regarde directement le conseiller Balthazar Ravens. Aconite des Alpes, sa voix sonne claire. Récolte tardive après le premier gel, ce qui double sa toxicité. L'expression suffisante de Balthazar vacille légèrement, mélangée à une base de baies de sureau fermentée pour masquer l'amertume. Elle repose le calice sur le plateau d'argent, sans rompre le contact visuel. Une dose de cérémonie requiert 3 pétales écrasés par gallon de vin. Sa voix se renforce. Ce calice contient de l'huile de racine distillée, pas un test de force, conseiller Ravens. Un temps, une dose mortelle. 3 gorgées arrêteraient le cœur d'un alpha adulte en 4 minutes. Le silence qui suit est absolu, suffocant. Caspian la fixe, sa poitrine se soulevant et s'abaissant au rythme de respiration lente et lourde. Puis, avec un calme terrifiant, le roi Alpha se lève. Il ramasse le calice d'argent, contourne la table jusqu'à se tenir directement en face de Balthazar Ravens. L'homme plus âgé recule, le sang quittant son visage. A-t-elle tort, Ravens? La voix de Caspian est un murmure, mais elle vibre d'une rage à peine contenue. Balthazar ouvre la bouche. Aucun son n'en sort. Caspian tourne la main, verse le vin empoisonné directement sur la table en acajou poli devant le conseiller. Le liquide siffle violemment. La puissante toxine acide commence immédiatement à ronger le vernis coûteux, dégageant un mince filet de fumée âcre. Le bois noirci, bouillonne, se dissout. Caspian laisse tomber le calice vide sur la table en ruine avec un fracas assourdissant. Il regarde les anciens pâles et tremblants. Si quelqu'un d'autre dans cette pièce souhaite tester ma Luna, ses yeux sont noirs de fureur, vous le ferez avec de l'acier et vous le ferez contre moi. Il tourne les talons, attrape le bras d'Isadora et la fait sortir de la chambre. Les lourdes portes se referment derrière eux, laissant 7 conseillers fixant le trou fumant dans leur table et le calice vide qui a failli devenir une arme du crime. Caspian ne lâche pas son bras jusqu'à ce qu'il soit en sécurité derrière les portes verrouillées de son bureau privé. Au moment où le lourd peine s'enclenche, l'adrénaline qui maintenait Isadora debout s'évapore. Ses genoux ploient, elle ne tombe pas, car Caspian la rattrape de grandes mains agrippant ses épaules, la déposant doucement dans un lourd fauteuil en cuir près de la cheminée éteinte. Fantôme presse immédiatement sa tête massive sur ses genoux, gémissant doucement. Isadora enfouit ses mains tremblantes dans son épaisse fourrure grise. Sa respiration est saccadée, superficielle. Elle vient d'accuser l'ancien le plus puissant du territoire de tentative de meurtre devant tout le conseil. La réalité s'abat sur elle comme un toit qui s'effondre. Qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait? Buvez. La voix de Caspian coupe la spirale. Il presse un verre dans ses mains tremblantes. Du whisky. Le liquide ambré brûle une traînée chaude et purifiante dans sa gorge, calmant le violent frisson dans sa poitrine. Caspian tire une chaise, s'assoit directement en face d'elle, se penche en avant, les coudes sur les genoux. La rage de la salle du conseil a disparu, remplacée par une curiosité intense et brûlante. Comment? Un seul mot. Isadora lève les yeux, serrant toujours le verre comme une bouée de sauvetage. Comment une servante de cuisine connaît-elle le processus exact de distillation de l'aconie des Alpes? Sa voix est basse, délibérée, non accusatrice, curieuse. Isadora fixe le reste de whisky dans son verre. Elle savait que ce moment viendrait, le moment où elle a parlé dans cette salle du conseil. Elle a brisé l'illusion de la servante invisible et ignorante. Je vous ai posé une question, Isadora. La voix de Caspian est plus douce maintenant. Il tend la main, ses longs doigts inclinant doucement mais fermement son menton vers le haut, la forçant à le regarder. Son contact est chaud, cailleux, étonnamment doux. Vous n'avez pas seulement senti du poison. Vous avez identifié sa saison de récolte.
Vous avez identifié l'huile de racine par rapport à l'extrait de pétale. Il s'arrête, c'est une connaissance strictement réservée aux apothicaires de meute. Un temps, et aux assassins. Isadora ferme les yeux. Si je vous le dis, sa voix se brise, vous me regarderez comme Ravens, comme si j'étais une menace. Ravens a essayé de vous tuer parce que vous avez perturbé son jeu politique. Le pouce de Caspian effleure légèrement sa mâchoire, non pas de manière romantique, mais pour la rassurer. J'essaie de vous garder en vie. Je ne peux pas le faire si je me bats dans le noir. Il se penche plus près. Dites-moi qui vous êtes. Le souffle d'Isadora se coupe. L'odeur fantôme de la fumée emplit sa mémoire, pain brûlé, cuivre, un cauchemar qu'elle a passé 7 ans à essayer de fuir. Vous avez dit au conseil que je n'avais pas d'odeur de meute. Elle ouvre les yeux, croise son regard perçant. Vous avez raison. J'utilise un savon à la soude mélangé à de la sauge séchée pour effacer mon odeur chaque matin. Sa voix se stabilise, alimentée par une vérité enfouie qui respire enfin. Je le fais depuis que j'ai 16 ans. Caspian fronce les sourcils, ses sourcils sombres se rapprochant. Pourquoi? Parce que si le conseiller Ravens avait un jour senti ma véritable odeur, elle prend une inspiration tremblante, il aurait su qu'il n'avait pas réussi à finir le travail il y a 7 ans. Les mots flottent dans l'air, lourds, finaux. Caspian se fige complètement. Mon nom est Isadora Whitewood. C'est étrange de le dire à voix haute, comme essayer des vêtements qui ne vont plus. Mon père était Theron, alpha de la meute de Pin d'Argent. La compréhension naît dans les yeux de Caspian, suivie immédiatement par le choc. Pin d'Argent a été anéanti il y a 7 ans par une maladie mystérieuse. Sa voix tombe dans un murmure rauque. Il n'y a eu aucun survivant, il n'y a pas eu de maladie. La voix d'Isadora est stable maintenant, renforcée par une décennie de deuil enfoui qui trouve enfin sa voix. Ils ont été empoisonnés, chacun d'entre eux. L'approvisionnement en eau de nos sources guérisseuses. Elle s'arrête. Ravens a mené la quarantaine, a scellé les frontières, a dit que c'était pour empêcher la propagation. Ses mains se serrent en poing. C'était pour s'assurer que personne ne s'échappe pendant que le poison agissait. Caspian se rassied, passe une main dans ses cheveux sombres. Pin d'Argent, il souffle. Cette tragédie a déclenché les guerres frontalières que je combats depuis 5 ans. Une pause, puis ses yeux s'aiguisent. Ma mère est morte en enquêtant sur cette attaque. Le souffle d'Isadora se coupe. Quoi? Ma mère, la reine Merrill. La voix de Caspian est tendue. Elle soupçonnait un acte criminel et a envoyé des éclaireurs pour examiner les sources, vérifier la présence de toxines. Il croise le regard d'Isadora. Elle est morte 3 semaines plus tard, d'une maladie soudaine. Les guérisseurs ont parlé de causes naturelles. La compréhension passe entre eux, silencieuse, terrible. Il l'a tuée, elle aussi. Le murmure d'Isadora est à peine audible. Ravens n'a pas seulement détruit votre famille. La mâchoire de Caspian se crispe en une ligne rigide. Il a détruit la mienne. Ils restent assis dans un lourd silence, 2 personnes qui ont tout perdu à cause du même monstre. Finalement, Isadora parle. Je me suis échappé par la cave à racines de l'apothicaillerie où travaillait ma mère. Sa voix est lointaine, se souvenant. J'ai trouvé le corps d'un des soldats 2 jours plus tard. Mon père s'était battu avec lui, était mort, mais avait réussi à lui sectionner le bras avant. Caspian reste parfaitement immobile, la laissant parler. Le soldat portait une sacoche, des ordres écrits en chiffres, un registre de paiement. Elle regarde Caspian. Et une chevalière, le blason de la famille de Raven. Où est-elle? La question est immédiate, vive. Quand j'ai fui vers le sud, que je me suis intégré à vos quartiers de serviteurs, je savais que je ne pouvais pas la garder sur moi. La voix d'Isadora se stabilise. Maîtresse Odessa nous fouille tous les mois. Des inspections aléatoires. Elle prend une inspiration. Je l'ai enterrée profondément dans les anciennes catacombes sous l'aile est, dans les cryptes des premiers alphas. Caspian se lève, une énergie sombre et dangereuse émanant de ses épaules. Si nous avons cette bague, nous pouvons en finir avec lui. L'aile est gardée par les centuries personnelles de Ravens. Isadora se lève aussi. Elle ne ressemble plus à une servante tremblante. Elle ressemble à ce qu'elle est, la fille d'un alpha. Il l'a revendiquée comme lieu de méditation privée il y a 3 ans. Le sourire de Caspian n'est pas aimable. C'est le sourire d'un prédateur qui vient de trouver une piste de sang. Ils vont apprendre que je ne demande pas la permission de me promener dans ma propre maison.
Mais ils n'y vont pas cette nuit-là, car 3 heures plus tard, tout change. Isadora est dans le bureau de Caspian, essayant de digérer les 12 dernières heures de sa vie qui ont été bouleversées. Quand la porte s'ouvre, sans qu'on frappe, elle s'ouvre simplement. Isadora se retourne, le cœur battant, mais ce n'est pas une menace. C'est maîtresse Odessa. La femme plus âgée ferme doucement la porte derrière elle, s'appuie contre elle comme si elle venait de courir 1 kilomètre. Ses cheveux gris acier se sont détachés de leur chignon sévère. Son visage est marqué par l'épuisement. Maîtresse Odessa, Isadora fait un pas chancelant en avant. La gouvernante lève une main. Ne, ne m'appelle pas comme ça. Sa voix se brise. Pas quand nous sommes seuls. Elle traverse la pièce, serre Isadora dans une étreinte féroce, le genre qu'une mère donne à une fille. Isadora se fige. Puis, lentement, ses bras se lèvent, s'enroulent autour des épaules de la femme plus âgée, et quelque chose à l'intérieur de sa poitrine se fissure. Vous saviez. Ce n'est pas une question. Je savais. Odessa recule, prend le visage d'Isadora dans ses mains calleuses. J'ai connu ta mère. Je t'ai mise au monde. Des larmes coulent sur ses joues burinées. J'étais là la nuit de ta naissance. Je l'ai regardé te placer dans les bras de ton père. La vision d'Isadora se brouille. Pourquoi ne m'avez-vous rien dit? Parce que tu étais plus en sécurité morte. La voix d'Odessa est féroce. Un fantôme ne peut pas être chassé, ne peut pas être utilisé comme un pion. Elle caresse les cheveux d'Isadora. Je t'ai gardé invisible. Je t'ai gardé en sécurité jusqu'à la nuit dernière. Jusqu'à la nuit dernière. Odessa recule, se redresse, plonge la main dans la poche de son tablier et en sort d'une lettre scellée. Le papier est jauni par le temps, le seau de cire fissuré mais intact. Ta mère me l'a donné la semaine avant la chute de Pindargent. La main d'Odessa tremble alors qu'elle l'attend. Elle a dit que s'il arrivait quelque chose, je devais te la donner quand tu serais prête. Isadora fixe la lettre, l'écriture de sa mère à l'extérieur. Pour Isadora, quand elle se souviendra de qui elle est. Je ne sais pas si je suis prête. L'aveu lui échappe, petit, effrayé. L'expression d'Odessa s'adoucit. Tu as affronté le conseil ce matin, mon enfant. Tu as dénoncé une tentative de meurtre à leur face. Elle presse la lettre dans les mains d'Isadora. Tu es prête. Puis elle disparaît, laissant Isadora seule avec les derniers mots de sa mère. Elle ne l'ouvre pas immédiatement. Elle ne peut pas. À la place, Isadora s'assoit dans le fauteuil en cuir, la lettre serrée contre sa poitrine, et se souvient de sa mère, grande, forte, des mains qui pouvaient remettre un os cassé ou préparer une tisane contre la fièvre avec la même habileté. Elle sentait la lavande et la menthe, toujours, même après des heures dans l'apothicaire entourée de centaines d'herbes. Ferme les yeux, Isadora, fais confiance à ton nez. La voix de sa mère, claire comme hier, l'odeur ne ment pas. Tes yeux peuvent être trompés, mais l'odeur dit la vérité. Isadora prend une inspiration tremblante, ouvre la lettre. L'écriture est hâtive, urgente. Ma très chère Isadora, si tu lis ceci, alors je suis parti, et tu as survécu, ce qui signifie que tu es plus forte que tu ne le penses. Je n'ai pas beaucoup de temps, alors je dois être brève. Pan d'argent se trouve sur d'anciennes sources guérisseuses. Notre meute les garde depuis 8 générations. Les os ont des propriétés qu'aucun guérisseur moderne ne peut reproduire. Ils peuvent guérir, régénérer, même inverser des dommages considérés comme permanents. Le conseiller Ravens a perdu sa femme il y a 2 ans à cause d'une maladie dégénérative. Il est venu me voir, a supplié pour avoir accès aux sources, a exigé que je partage notre savoir. J'ai refusé, non pas parce que je suis cruel, mais parce que les sources exigent un prix. Une connaissance acquise par le service, par le sacrifice, par la compréhension que guérir n'est pas prendre, c'est donner. Il n'a pas voulu payer ce prix. Son orgueil ne le lui permettait pas. Je crains ce qui va suivre si le pire arrive. Sache ceci, tu portes le don. Le toucher guérisseur coule dans notre sang. Il se manifestera quand tu seras prête, quand tu cesseras de fuir la douleur et que tu apprendras à la transmuter. Utilise-le sagement. Utilise-le avec compassion. Et souviens-toi, la vraie force n'est pas l'absence de rupture. C'est choisir quoi faire avec les morceaux. Je t'aime pour toujours, maman. Les mains d'Isadora tremblent. La lettre tombe sur ses genoux. Tu portes le don, le toucher guérisseur. Elle avait supposé qu'il était parti,
enterré avec tout le reste de son ancienne vie, mais ce n'est pas le cas. Il attendait qu'elle arrête de fuir. Un léger gémissement l'attire de ses pensées. Fantôme est assis à ses pieds, la regardant avec ses yeux ambrés intelligents. Isadora se penche, pose sa main sur sa tête massive et se laisse ceinturer, timidement d'abord, puis avec une confiance croissante. Une chaleur se propage de sa paume, douce, dorée, pas encore visible, mais là, attendant d'être appelée. Fantôme se blottit contre son contact, content, et Isadora comprend. C'est l'héritage de sa mère, pas la vengeance, la guérison. Le lendemain matin, Isolde prend une décision. Elle va pratiquer la guérison, non pas en secret, non pas cachée, mais délibérément. Il y a une petite cour des serviteurs derrière les cuisines, où le personnel prend des pauses, étend le linge, vole des moments de soleil entre un travail sans fin. Isolde s'y rend en milieu de matinée, portant l'habit d'équitation gris, pas la laine des serviteurs. Plusieurs servantes se figent dans la voyant, incertaines de la manière de se comporter. Elle est l'une d'entre elles, mais aussi plus maintenant. Puis-je m'asseoir? Isolde désigne un banc. Une femme âgée d'au moins 70 ans y est assise à raccommoder du linge. Ses mains tremblent à cause de la maladie de Parkinson. L'aiguille glisse à plusieurs reprises. La femme lève les yeux, surprise. « Madame, Bien sûr. » Elle commence à se lever. Isolde lui touche doucement l'épaule. « S'il vous plaît, ne le faites pas. » Elle s'assoit à côté d'elle, proche mais sans l'envahir. « Comment vous appelez-vous? »« Béatrice, madame. » La voix de la vieille femme tremble. « Je travaille dans la lingerie depuis 40 ans. » Isolde regarde ses mains tremblantes. « Puis-je? » Elle tend ses propres mains, paume vers le haut, une offrande, pas un ordre. Béatrice hésite, puis lentement, place ses mains tremblantes dans celles, stables, d'Isolde. Chaleur, lumière dorée. Les s'écoulent des paumes d'Isolde, douces comme la lumière du soleil, fortes comme des racines brisant la pierre. Elle peut sentir l'inflammation dans les articulations de Béatrice, la douleur lancinante, la frustration d'une artisane qualifiée dont le corps trahit son talent. Isolde respire et dirige la guérison, sans forcer, en guidant. La lumière pulse une fois, 2 fois. Béatrice halète, ses mains se stabilisent. Le tremblement s'arrête tout simplement. Elle fixe ses doigts, les fléchit, teste les articulations. Pas de douleur, pas de tremblement. Comment? Des larmes coulent sur le visage buriné de la vieille femme. Je n'ai pas pu tenir une aiguille droite depuis 3 ans. Isolde sourit. C'est étrange sur son visage, comme porter des chaussures qui ne vont pas tout à fait encore. Ma mère m'a appris avant. Elle n'explique pas avant quoi elle n'en a pas besoin. Béatrice comprend. Que Dieu vous bénisse, mon enfant. La vieille femme serre les mains d'Isolde. Que Dieu vous bénisse. La nouvelle se répand vite. L'après-midi, il y a une file silencieuse de serviteurs dans la cour, soi-disant en pause, en réalité attendant. Isolde les traite tous, le palefrenier avec la cheville tordue qui n'a jamais bien guéri, la jeune aide de cuisine avec des brûlures sur les avant-bras, le jardinier dont le dos s'est bloqué il y a des années. Un par un, elle les guérit. Pas complètement, elle n'est pas encore assez forte, pas assez entraînée, mais assez. Assez pour soulager la douleur, restaurer le mouvement, rendre la dignité. Chaque fois, la lumière dorée s'écoule et quelque chose à l'intérieur d'Isolde guérit aussi. Parce que ça, c'est ce que sa mère voulait dire. Guérir n'est pas prendre, c'est donner. Et en donnant, elle retrouve des morceaux d'elle-même qu'elle croyait perdus. Elle ne remarque la femme qui l'observe depuis la terrasse supérieure que lorsqu'une voix l'interpelle. Froide, cultivée, amusée. Alors, les rumeurs sont vraies. Isolde lève les yeux. Une jeune femme se tient à la balustrade du balcon, 25 ans peut-être. Belle d'une manière vive et coûteuse, robe de soie émeraude, cheveux blonds miel relevés en une coiffure élaborée. Dame Callista de la meute du voile de fer, la femme que Caspian était censé choisir. L'estomac d'Isolde se noue. Ça y est, la confrontation, la rivale, la noble jalouse qui va lui rendre la vie infernale. Mais Callista n'a pas l'air en colère. Elle a l'air curieuse. Puis-je me joindre à vous? C'est formulé comme une question, pas une exigence. Isolde hoche la tête, ne sachant que faire d'autre. 5 minutes plus tard, Dame Callista est assise sur le banc des serviteurs, sa robe de soie tirant sur les lattes de bois usées, semblant complètement déplacée et ne s'en souciant pas du tout. Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais.
La voix de Callista est directe, sans détour. Je pourrais dire la même chose. La réponse d'Isolde sort plus sèche que prévu, mais Callista rit, un rire sincère, surpris, juste. Elle incline la tête. Je suppose que vous pensiez que je viendrais ici pour vous arracher les yeux, rêver de droits de naissance volés. L'idée m'a traversé l'esprit. Compréhensible. Callista lisse sa jupe de soie. Mais voilà, je ne voulais pas épouser Caspien. Isolde cligne des yeux. Quoi? Mon père m'a vendu dans cet arrangement. La voix de Callista est pragmatique, mais il y a de l'acier en dessous. Comme du bétail, une alliance politique, des droits miniers, l'habituel. Elle croise le regard d'Isolde. Je n'ai même jamais rencontré Caspian, pas vraiment, juste des présentations formelles lors des réunions du conseil. Une pause. Et d'après ce que j'ai vu, c'est un homme bon, mais je ne l'aime pas, et il ne m'aime pas. Isolde ne sait pas quoi dire. Ça, ce n'est pas du tout comme ça qu'elle s'attendait à ce que cette conversation se déroule. Alors, quand Fantôme vous a choisi, Callista continue, j'ai été soulagé. Soulagé? Soulagé. Callista se penche en arrière. Parce que ça signifiait que je n'allais pas passer ma vie comme un pion politique, bousculé par de vieux hommes avec des registres et des accords fonciers. Elle sort quelque chose de sa manche, un morceau de parchemin plié. Mais voici pourquoi je suis réellement ici. Elle le tend à Isolde. Avant de quitter le voile de fer, j'ai intercepté une lettre du bureau privé de mon père. Sa voix baisse, adressée au conseiller Ravens. La main d'Isolde tremble alors qu'elle déplie le parchemin. L'écriture est serrée, efficace. Ravens, la situation Whitewood nécessite une résolution permanente. Les sources ne peuvent pas tomber entre les mains d'Ashford. Notre arrangement tient. Vous acquérez le territoire. Nous sécurisons les droits miniers en dessous. Éliminez tous les témoins. Faites passer ça pour une peste. Personne ne remet en question une quarantaine. La fille est un risque. Assurez-vous qu'elle ne survive pas. Seigneur du voile de fer. La vision d'Isolde se brouille. Votre père, les mots restent coincés dans sa gorge, a aidé à planifier le massacre. Mon père est un monstre. La voix de Callista est plate. Je le sais depuis des années. Mais je ne pouvais rien prouver. Je ne pouvais pas agir. Elle s'arrête. Jusqu'à maintenant, elle regarde Isolde. Nous sommes toutes les deux des pions dans leur jeu, Isolde. Mais les pions peuvent devenir des reines. Un temps, s'ils sont prêts à bouger. Isolde fixe cet allié inattendu, cette femme qui devrait la haïr, mais qui lui offre plutôt un partenariat. Pourquoi m'aidez-vous? Parce que quand il contrôle le roi par le biais d'une Luna fantoche, il contrôle tout. Les yeux de Callista se durcissent. Y compris moi, mes sœurs, chaque femme de chaque meute qui a déjà été vendue pour des raisons politiques. Elle se lève, lisse sa robe. Vous voulez faire tomber Ravens. Je veux réduire en cendres tout ce système corrompu. Un petit sourire. Nos objectifs s'alignent. Isolde se lève aussi. De quoi avez-vous besoin de ma part? Continuez à faire ce que vous faites. Callista désigne la cour, les serviteurs qui observent cet échange avec de grands yeux. Construisez votre propre base de pouvoir, les gens qui ont été invisibles. Elle commence à partir, s'arrête. Oh, et une dernière chose. Quoi? L'envoyé, Garrison, l'homme que mon père a envoyé pour négocier. Le sourire de Callista est vif. Il n'est pas loyal au voile de fer. Il est loyal à celui qui paye le mieux, et il déteste mon père. Elle fait un clin d'œil. Ça pourrait valoir une conversation. Puis elle disparaît, laissant Isolde debout dans la cour des serviteurs, tenant la preuve d'une conspiration et l'alliance la plus étrange qu'elle n'ait jamais vue venir. Cette nuit-là, Caspian la trouve dans son bureau. Elle vit dans ses appartements depuis 3 jours maintenant, bien qu'il ait insisté pour prendre le canapé, lui laissant le lit. C'est étrange, cette danse prudente de proximité et de distance. Vous avez eu des visiteurs aujourd'hui. Il ne le formule pas comme une question. Le commandant Lysander lui dit tout. Des serviteurs voulant être guéris. Isolde lève les yeux de la lettre qu'elle a lue, la lettre de sa mère, pour la 100e fois, et Dame Callista. Le sourcil de Caspian se lève. Ça a dû être intéressant. Elle m'a donné ça. Isolde lui tend la lettre interceptée. Elle le regarde lire. Sa mâchoire se serre à chaque ligne. Le voile de fer était de la partie. Pas une question, une prise de conscience. Ravens n'a pas agi seul. Non. Isolde se lève, se dirige vers la fenêtre. La lune est splendide ce soir, projetant une lumière argentée sur les jardins du donjon. Il avait de l'aide, de l'argent,
des soldats, une couverture politique. Elle se tourne pour faire face à Caspian. Et si le voile de fer était impliqué, combien d'autres l'étaient aussi? La question pèse lourdement. Caspian pose la lettre, se racle la gorge, s'approche d'elle, se tenant assez près pour qu'elle sente la chaleur qui émane de lui. Nous allons chercher les preuves dans les catacombes. Sa voix est calme, déterminée. Nous les exposerons tous. Quand? Demain soir, il s'arrête. Mais je dois vous dire quelque chose d'abord. Son regard fouille son visage. Fantôme n'est pas juste un chien de guerre que j'ai trouvé par hasard. Le souffle d'Isolde se coupe. Que voulez-vous dire? Caspian reste silencieux un long moment. Puis, il y a 7 ans, j'ai dirigé l'équipe de nettoyage à Pain d'Argent après la levée de la quarantaine. Sa voix est lourde. Nous étions censés récupérer les corps, évaluer les dégâts. Il détourne le regard. Il y avait un chiot dans les ruines de l'apothicairerie, gardant quelque chose. Le cœur d'Isolde s'arrête. Qu'est-ce qu'il gardait? Caspian se dirige vers une armoire, l'ouvre, sort quelque chose enveloppé dans une toile cirée, le déplie soigneusement et démêlade. À l'intérieur se trouve une couverture d'enfant brodée de pointes maladroits, des fleurs, des étoiles. Un nom. Lily. Les genoux d'Isolde cèdent. Ici, Caspian la rattrape, la dépose dans un fauteuil. « Votre sœur ?» demande-t-il doucement. Elle ne peut pas parler, peut seulement hocher la tête, parce qu'elle se souvient de sa sœur, 3 ans, des yeux brillants, des mains collantes. « Isadora, regarde, j'ai fait des fleurs. » Tendant la couverture qu'elle a aidé leur mère à broder. Les points étaient terribles, inégaux, parfaits. Je l'ai enveloppé dedans. La voix d'Isolde se brise. La nuit où c'est arrivé. Elle était si petite, si effrayée. Des larmes coulent sur son visage. Je l'ai enveloppée dans sa couverture préférée. J'ai embrassé son front, un sanglot, et je l'ai laissé dans la cave à racines pendant que je courais chercher de l'aide. Elle regarde Caspian à travers une vision floue. Je ne suis jamais revenu. Les soldats ont trouvé la cave avant que je ne puisse. Ils ont tué tous ceux qui s'y cachaient. Caspian s'agenouille devant elle. Et Fantôme a trouvé cette couverture près d'un petit corps. Il ne voulait pas la quitter. Sa voix est rauque. J'ai pris les deux. J'ai enterré votre sœur convenablement. J'ai gardé la couverture. Il la pose doucement sur ses genoux. Parce que Fantôme ne voulait pas que je la jette. Ne laissez personne la toucher sauf moi. Une pause, jusqu'à vous. La compréhension submerge Isadora. Il me cherchait depuis 7 ans. La main de Caspian couvre la sienne. Il s'est souvenu de votre odeur sur cette couverture. Il a attendu. Son pouce effleure ses jointures. C'est pour ça qu'il vous a choisi. Pas pour la politique, pas pour la stratégie. Un temps, par reconnaissance. Isadora enfouit son visage dans la couverture, où elle sent encore faiblement la lavande, le savon de sa mère, et elle craque, complètement. Tout le chagrin qu'elle a avalé comme du poison pendant 7 ans se déverse. Caspian n'essaie pas de l'arrêter. Ne lui dis pas que tout va bien. Parce que tout ne va pas bien, ça n'ira jamais bien. Au lieu de cela, il s'assoit par terre à côté de son fauteuil, une main posée sur son genou, silencieux, présent. Et d'une manière ou d'une autre, c'est exactement ce dont elle a besoin. Elle pleure jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Jusqu'à ce qu'elle soit vide, creuse, mais pas brisée. Parce que les choses brisées restent en morceaux. Et Isadora commence à comprendre qu'elle n'est pas brisée. Elle est en train de guérir. Merci. Sa voix est rauque, d'avoir gardé sa couverture, de l'avoir enterrée convenablement. Caspian lève les yeux. Je suis désolé de ne pas avoir pu les sauver. Vous en avez sauvé un. Isadora parvient à esquisser un sourire larmoyant. Elle tend la main, touche la tête de Fantôme là où il est enroulé à leurs pieds, et il m'a sauvé en retour. Caspian. Oui, quand nous aurons les preuves, quand nous exposerons Ravens, elle s'arrête. Que lui arrivera-t-il? La loi du Conseil exige l'exécution pour trahison. Sa réponse est immédiate. L'estomac d'Isadora se retourne. Je ne veux pas qu'il meure. L'aveu la surprend elle-même. Caspian fronce les sourcils. Il a tué votre famille, ma mère, des centaines de personnes. Je sais. Isadora recule, ayant besoin d'espace pour réfléchir. Mais le tuer ne les ramènera pas, ne guérira rien. Elle enroule ses bras autour d'elle. La lettre de ma mère disait que la vraie force est de choisir quoi faire avec les morceaux brisés. Elle croise son regard. Je pense que peut-être la miséricorde est plus forte que la vengeance.
Caspian reste silencieux un long moment. Vous le voulez vivant. Je veux qu'il affronte ce qu'il a fait. Chaque jour. Pour le reste de sa vie. La voix d'Isadora se renforce. Je veux qu'il serve les gens qu'il a essayé de détruire. Qu'il utilise ses connaissances pour empêcher les autres de faire ses erreurs. Elle s'arrête. La mort est trop facile, trop finale. Il ne s'échappera pas dans les ténèbres. La compréhension naît dans l'expression de Caspian. Vous voulez une justice réparatrice. Je veux la guérison. Isadora corrige doucement. Pour tout le monde, y compris moi. Caspian l'étudie comme s'il la voyait pour la première fois. Vous êtes remarquable. Les mots sont doux. Les joues d'Isadora rougissent. J'essaye juste d'être meilleur que la douleur. C'est ce qui vous rend remarquable. Il tend la main, glisse une mèche de cheveux derrière son oreille. Le geste est tendre, intime. Le souffle d'Isadora se coupe. Nous devrions planifier pour demain. Elle recule avant de faire quelque chose de stupide, comme embrasser le roi Alpha, ce qui compliquerait tout. La main de Caspian retombe, mais un petit sourire joue sur ses lèvres, comme s'il savait exactement ce qu'elle pense. Demain soir, nous récupérons les preuves. Sa voix redevient pratique. Le commandant Lysander créera une diversion. Il éloignera les gardes de Ravens de l'Est. Quel genre de diversion? Un incendie. Le sourire de Caspian est vif, petit, contrôlé. Dans l'armurerie ouest, rien de dangereux, mais bruyant. Et pendant qu'ils s'en occupent, nous nous glisserons dans les catacombes. Isadora hoche la tête. Fantôme vient avec nous. Évidemment, il planifie pendant encore 1 heure. Itinéraire, timing, imprévu. Quand Isadora se glisse enfin dans l'immense lit, épuisée mais étrangement apaisée, elle serre la couverture de sa sœur. Et pour la première fois en 7 ans, elle ne rêve pas de feu. Elle rêve de lumière dorée et de mains guérisseuses, et d'un avenir qui pourrait, juste peut-être, inclure l'espoir. Le soir suivant, tout va de travers. Ils sont à mi-chemin de l'Est, se déplaçant à travers les couloirs des serviteurs. Quand Fantôme s'arrête, grogne, bas, dangereux. Qu'est-ce que c'est? La main de Caspian va au couteau à sa ceinture, les oreilles de Fantôme s'aplatissent. Il se tourne, faisant face à la direction d'où ils viennent, et Isadora l'entend. Des pas, multiples, des bottes lourdes. Ils savent. Son murmure est paniqué. Comment? Mais il n'y a pas le temps de comprendre, car 6 gardes tournent au coin. Les sentinelles personnelles de Ravens, menés par un homme qu'Isadora reconnaît. Le capitaine, Marcus. Il est jeune, peut-être 28 ans, avec des yeux conflictuels et une épée qu'il ne veut clairement pas tirer. Rendez-vous, Votre Majesté. La voix de Marcus est tendue. Le conseiller Ravens demande votre présence. Immédiatement. Ravens ne demande rien. La voix de Caspian est de glace. Il ne commande rien. Écartez-vous. Je ne peux pas faire ça, sire. Marcus a l'air sincèrement peiné. Il a des otages. Le monde bascule. Quoi? La voix d'Isadora sort étranglée. Maîtresse Odessa. 3 membres du personnel de cuisine et le commandant Lysander. Marcus déglutit difficilement. Il dit que si vous ne retournez pas à la salle du conseil, il en exécutera un toutes les heures. La fureur inonde les veines d'Isadora. Mais en dessous, la terreur. Pas pour elle-même, pour les gens qui l'ont protégée. C'est un piège. La mâchoire de Caspian est rigide. Évidemment, les épaules de Marcus s'affaissent. J'ai une famille, moi aussi. Il les a menacés. Je suis désolé. Et Isadora le sent, son sens de la guérison, qui s'étend involontairement. Elle peut sentir le conflit de Marcus, sa peur, son désespoir. Il ne veut pas de ça. Il y est forcé, comme tous les autres dans la toile de Ravens. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Sa voix coupe la tension. Marcus la regarde. Il les tuera. Il les tuera de toute façon. Isadora s'avance. Caspian essaie de lui attraper le bras, mais elle le repousse. Ravens ne laisse pas de témoin. Vous le savez, elle regarde directement Marcus. Quoi qu'il vous ait promis, il ment. La prise du capitaine sur son épée vacille. Comment savoir que vous ne mentez pas? Parce que Isadora prend une inspiration, je peux le sentir. Votre peur, votre désespoir, la façon dont vous criez à l'intérieur parce que vous ne voulez blesser personne.
Elle tend la main, paume vers le haut. Laissez-moi vous montrer. Marcus fixe sa main comme si c'était un serpent. Puis, contre toute logique, il tend la main. Au moment où leurs paumes se touchent, une lumière dorée jaillit. Et Marcus halète, parce qu'il le sent aussi, sa vérité, son chagrin, son besoin désespéré d'arrêter ce cycle de violence. Et en dessous, sa propre vérité. L'horreur écœurante de suivre des ordres qu'il sait être mauvais. Le souvenir de sa propre sœur perdue à cause des machinations politiques de Ravens des années auparavant. L'épuisement profond d'être un pion. Marcus retire sa main, respirant fort. Vous ne mentez pas. Ce n'est pas une question. Non. Et Ravens tuera les otages de toute façon. Oui. Marcus regarde ces hommes, jeunes, effrayés, suivant les ordres parce que l'alternative est impensable. Il prend une décision. Partez. Sa voix se brise. Je dirais que vous nous avez maîtrisés, que vous avez pris mon épée, que nous n'avons pas pu vous arrêter. Le soulagement inonde Isadora. Merci. Ne me remerciez pas. Marcus s'écarte. Arrêtez-le, s'il vous plaît. Caspian ne perd pas de temps. Attrape la main d'Isadora. Ils courent, fantômes sur leurs talons, dans l'aile haie, descendant des marches de pierre qui sentent l'âge et la poussière, dans l'obscurité, où la vérité est enterrée depuis 7 ans, attendant. Les catacombes sentent le temps oublié, la poussière, la pierre humide, la faible odeur de cuivre de la mort ancienne. Caspian tient la lanterne de fer haute. La flamme projette des ombres monstrueuses contre des murs de pierre incurvés. Isadora marche directement derrière lui. Ses pas légers, entraînés par 7 années à se déplacer sans être vu. Fantôme ferme la marche. Ses pattes massives sont complètement silencieuses sur les pavés inégaux. Ses yeux ambrés scrutent l'obscurité avec une précision létale. C'est loin. La voix de Caspian est à peine un murmure. 3e couloir à gauche. Isadora pointe vers une porte voûtée drapée d'épaisses toiles d'araignée argentées, le tombeau de l'Alpha Valerius. Ils se déplacent rapidement. La température baisse alors qu'ils entrent dans l'ancienne chambre funéraire. Le lourd sarcophage de pierre domine le centre, couvert de couches de poussière assez épaisses pour y écrire. Isadora tombe immédiatement à genoux derrière le monument, faisant courir ses doigts le long de la base du mur de pierre humide. Comptant. 3 par là, 2 vers le bas. Il presse ses paumes contre le bloc de granit apparemment solide. Pousse, avec un grattement rauque. La pierre glisse vers l'arrière. De la cavité sombre, elle sort une petite boîte en fer, rouillée, lourde, fermée par un loquet corrodé. Caspian approche la lanterne alors qu'Isadora l'ouvre. Les charnières crient en un signe de protestation. À l'intérieur, enveloppé dans un tissu brûlé et taché de sang, un épais registre en cuir et reposant dessus une lourde bague en or. Le blason unmistakable d'un serpent enroulé y est estampé, le sceau ancien de la lignée des Raven. C'est un homme mort. Caspian souffle, sa voix est douce mais vibre d'une fureur contrôlée. Il tend la main, ses grands doigts ramassant soigneusement la preuve indéniable de haute trahison. La bague reflète la lumière de la lanterne. Or, sang, preuve, Isadora la fixe, ce petit morceau de métal, cette petite chose qui lui a tout coûté. Nous l'avons. La voix de Caspian la tire de la spirale sombre. Ça, le registre, les lettres du voile de fer. Il la regarde. C'est suffisant. Isadora hoche la tête, mais quelque chose ne va pas. Un picotement à la base de sa colonne vertébrale, le genre d'avertissement que sa mère lui a appris à écouter. Ton corps connaît le danger avant ton esprit. Écoute-le. Nous devons partir. Sa voix est urgente. Maintenant. Caspian ne pose pas de questions. Il bouge simplement. Il se tourne vers la sortie et se fige, car l'embrasure de la porte n'est plus vide. Le conseiller Balthazar Raven se tient là, flanqué de 6 gardes armés. Ses cheveux d'argent brillent à la lumière de la lanterne, ses yeux froids fixés sur la boîte dans les mains d'Isadora. Je me demandais quand vous viendriez chercher ça. Sa voix est conversationnelle, comme s'il discutait de la météo. Pas de preuve de meurtre de masse. Fantôme éclate en un rugissement assourdissant, se jetant en avant. Tenez-le! Raven aboie. 2 gardes bougent, attrapent Fantôme en plein saut avec un filet lesté. L'énorme chien s'écrase au sol, se débattant, grognant. Non!
Le cri d'Isadora lui déchire la gorge. Caspian se place devant elle, une main cherchant son couteau, mais Raven est plus rapide. Il fait un signe. 4 arbalètes apparaissent, pointées directement sur la poitrine de Caspian. Je ne ferai pas ça. La voix de Raven est douce. Régicide est un titre si laid, mais nécessaire si vous me forcez la main. La mâchoire de Caspian se crispe, mais il ne tire pas la lame, car 4 carreaux à cette distance, même un alpha n'y survit pas. Garçon intelligent. Raven sourit. Ça n'atteint pas ses yeux. Maintenant, vous allez tous les deux venir avec moi, tranquillement. Il fait un geste aux gardes. Amenez la bête avec précaution. Je détesterais que quelqu'un se blesse. La dernière partie est dirigée vers Isadora, une menace à peine voilée. Coopérez ou fantôme meurt. Elle serre la boîte plus fort. Vous ne pouvez pas gagner. L'épreuve. Raven rit. C'est un son sec, comme le vent dans les feuilles mortes. Seront rejetés comme des faux, plantés par une servante désespérée, essayant d'éviter l'exécution pour avoir séduit le roi. Il s'approche. Pensiez-vous vraiment que ce serait si simple, ma fille? Je joue à ce jeu depuis avant votre naissance. Ses yeux se rétrécissent. J'ai toujours des plantes de secours. Ils sont conduits à travers le donjon sous la pointe de l'épée, non pas au cachot, mais à la grande salle, où des centaines de membres de la meute ont été rassemblés. Les nouvelles se répandent vite dans un château. Au moment où Isadora et Caspian sont forcés de franchir les lourdes portes en chaîne, toute la salle est bondée. Nobles, serviteurs, gardes, gens du commun des territoires environnants, tous entassés dans l'espace voûté, murmurant, spéculant. Que se passe-t-il? Pourquoi ce rassemblement d'urgence? Est-ce la guerre? À l'avant, sur une estrade surélevée normalement réservée aux cérémonies, se tiennent 5 personnes, ligotées, bâillonnées. Maîtresse Odessa, ses cheveux gris acier en désordre, le visage meurtri. 3 jeunes aides de cuisine, terrifiés, en pleurs. Et le commandant Lysander, le général le plus fidèle du roi, ensanglanté mais défiant. L'estomac d'Isadora se noue. Non. Le mot est à peine audible, mais Odessa l'entend. Maman. Leurs yeux se croisent à travers la salle bondée, et la femme plus âgée secoue légèrement la tête. Ne cède pas. Ne te rends pas. Raven se dirige vers le centre de l'estrade, lève les mains. La foule se tait. Mes amis. Sa voix porte, exercée, autoritaire. Je viens devant vous ce soir avec le cœur lourd et de graves nouvelles. Il s'arrête pour les faits. Notre bien-aimé roi Alpha a été compromis. Des allaitements parcourent l'assemblée. Une servante, une femme sans meute, sans lignée, sans loyauté. La voix de Raven se durcit. A utilisé des arts sombres pour l'ensorceler, pour le retourner contre son propre conseil. Il désigne les otages. Ses loyaux serviteurs ont découvert son complot et ont été réduits au silence pour leur peine. Des mensonges, que des mensonges, mais livrés avec une telle conviction, une telle droiture blessée, que la moitié de la foule hoche déjà la tête en signe d'approbation. J'ai des preuves. Raven sort une fiole petite, en verre, remplie d'un liquide sombre. Une potion d'amour trouvée dans ses appartements, brassée à partir d'aconie et de belladone. Il la lève pour que la foule la voie. La même potion utilisée par les traîtres de pain d'argent il y a 7 ans, avant que leur trahison ne soit découverte et qu'ils ne soient punis à juste titre. La vision d'Isadora se brouille de rage. Puni à juste titre, il réécrit l'histoire, faisant de sa famille les méchants. Menteur! Sa voix tranche à travers la salle. Toutes les têtes se tournent. Pain d'argent n'a pas commis de trahison. Vous les avez assassinés. Elle se débat contre les gardes qui lui tiennent les bras, pour leur taire, leur source guérisseuse, parce que votre orgueil ne vous a pas permis de demander de l'aide. La foule explose, criant, se disputant, certains la croyant, d'autres croyant Raven. Le chaos. Raven sourit, comme si c'était exactement ce qu'il voulait. Vous voyez, il s'adresse à la foule. Elle est instable, délirante, dangereuse. Il fait un signe. 2 autres gardes traînent quelqu'un sur l'estrade. Un homme, grand, balafré, buriné, portant les couleurs du voile de fer, Garrison, l'envoyé. Non. L'esprit d'Isadora s'emballe. Si Garrison a été acheté, s'il travaille avec Raven, alors les informations de Callista étaient fausses, ou pire, un piège. Mais Garrison n'a pas l'air triomphant. Il a l'air en colère. Garrison du voile de fer.
La voix de Raven est douce. Vous avez servi fidèlement le Seigneur du voile de fer pendant 20 ans. C'est exact? C'est exact. La voix de Garrison est plate. Et vous étiez présent lors des négociations concernant le territoire de Peine d'Argent. Il y a 7 ans, j'y étais. Dites à l'Assemblée quel était le crime de Peine d'Argent. Ça y est. Le moment où Raven scelle sa version de l'histoire utilise l'autorité du voile de fer pour légitimer le massacre. Garrison reste silencieux un long moment. Puis, il parle. Le crime de Peine d'Argent, sa voix s'élève, était de refuser de se laisser extorquer. La salle devient mortellement silencieuse. Le visage de Raven perd ses couleurs. Garrison, vous allez... Je dirais la vérité. La voix de Garrison est d'acier, pour la première fois en 7 ans. Il se tourne pour faire face à la foule. Le seigneur du voile de fer et le conseiller Raven ont formé une alliance pour acquérir les sources guérisseuses de Peine d'Argent par la force. Ces mots sont secs, précis. Quand l'Alpha Theron Whitewood a refusé de vendre, ils ont empoisonné l'approvisionnement en eau. Des allaitements, des cris, des dénégations. Garrison continue par-dessus le bruit. J'ai les registres de paiement, les ordres, les preuves. Il sort des documents de son manteau. Le seigneur du voile de fer gardait des archives parce qu'il est arrogant et pensait que personne n'oserait le trahir. Il regarde directement Raven. Mais je ne suis pas loyal au voile de fer. Un temps, je suis loyal à ma fille, qui est morte dans ce massacre parce qu'elle s'est mariée à Peine d'Argent contre la volonté de son père. Sa voix se brise. Et j'ai passé 7 ans à rassembler des preuves, attendant le bon moment. Il jette les documents aux pieds de Raven. Ce moment est arrivé. La salle explose en un chaos, les nobles criant, les gens du commun se pressant en avant, les gardes luttant pour maintenir l'ordre. Et Raven. Raven regarde les documents éparpillés à ses pieds, la foule se retournant contre lui, Isadora se tenant droite maintenant, non plus retenue car les gardes sont trop choqués pour la tenir. Son empire soigneusement construit s'effondrant en quelques minutes. Vous ne comprenez pas. Sa voix coupe le bruit, non plus autoritaire, mais désespéré. Aucun de vous ne comprend. Il regarde Isadora, et pour la première fois, elle le voit, non pas comme un monstre, mais comme un homme brisé, en deuil, noyé dans des choix qu'il ne peut pas reprendre. Ma femme, la voix de Raven se brise. Morel, elle était tout. Ses mains tremblent. Belle, gentille, forte. Il regarde la foule. Elle est tombée malade, une maladie dégénérative. Je l'ai regardée s'éteindre pendant 2 ans. Des larmes coulent sur son visage buriné. Je suis un guérisseur. J'étais un guérisseur, et je n'ai pas pu la sauver. La salle se tait, car le deuil, le vrai deuil, fait taire même la colère. Je suis allé à Peine d'Argent. J'ai supplié l'Alpha Theron pour avoir accès aux sources. La voix de Raven est creuse maintenant. J'avais entendu des histoires, des guérisons miraculeuses, des rétablissements impossibles. Il ferme les yeux. Il a dit oui, mais il y avait un prix. Le service, l'humilité, l'apprentissage des anciennes méthodes. Un rire amer. J'étais le conseiller Ravens. Je n'avais jamais servi personne de ma vie. La compréhension la frappe, froide, terrible. Vous avez refusé. Sa voix est calme, mais elle porte. Ravens hoche la tête. J'ai refusé. J'ai exigé qu'il me donne simplement le savoir en paiement de faveurs politiques. Il ouvre les yeux. Ils ont refusé. Une pause. Morel est morte 3 semaines plus tard dans mes bras. Il regarde ses mains tremblantes. Et je suis devenu obsédé. Si je ne pouvais pas la sauver, je pouvais empêcher les autres de souffrir. Sa voix se durcit. En contrôlant les sources, le savoir, en m'assurant que personne d'autre ne soit refusé à cause de l'orgueil. Azura s'avance. La foule s'écarte pour elle. Alors vous avez tué des centaines de personnes. Pas une question, une observation. Je me suis dit que c'était nécessaire. La voix de Raven est à peine audible. Que Peine d'Argent thésaurisait le savoir. Laissait les gens mourir. Il croise son regard. Mais la vérité, c'est que j'étais en colère contre eux, contre moi-même, contre la mort qui me l'avait prise. Il désigne la foule. Et la colère non contrôlée devient du poison. Silence. Lourd. Absolu. Puis Azura parle. Votre femme. Sa voix est douce. Comment s'appelait-elle? Ravens cligne des yeux, surpris par la question. Morel. Parlez-moi d'elle. Azura fait un autre pas vers lui. Qu'est-ce qu'elle aimait? Pourquoi?
Sa voix est suspicieuse. Parce que vous avez transformé sa mémoire en une arme. Les yeux d'Azura sont stables. Je veux savoir qui elle était vraiment, avant que le deuil ne la transforme en justification pour un meurtre. Ravens reste silencieux un long moment. Puis, elle aimait les jardins, les roses surtout. Sa voix s'adoucit. Elle riait aux blagues nulles, pleurait devant la beauté. Une pause. Elle était gentille avec tout le monde, les serviteurs, les gnolls, les animaux. Il regarde Azura. Elle aurait détesté ce que je suis devenu. Oui, l'accord d'Azura est immédiat, elle l'aurait détesté. Elle est assez proche maintenant pour le toucher. Ne le fais pas, mais assez proche. Vous avez déshonoré sa mémoire en utilisant sa mort comme excuse pour une atrocité. Raven sursaute comme si elle l'avait frappé. Je sais. Et vous avez déshonoré ma famille, ma mère. Qui aurait aidé votre femme si vous aviez été prêt à apprendre? Je sais. Sa voix se brise. Alors, que se passe-t-il maintenant? Azura regarde Caspian, qui se tient au bord de l'estrade, la regardant avec une expression qu'elle ne peut pas tout à fait lire. De la fierté, peut-être, et quelque chose de plus profond. Elle regarde la foule, des centaines de visages attendant de voir ce qu'elle choisira. La vengeance ou quelque chose de plus difficile. Elle prend une inspiration. La loi du Conseil exige l'exécution pour trahison. Sa voix porte à travers la salle silencieuse. Ravens hoche la tête, l'accepte. Ferme les yeux, attendant la sentence. Mais je ne suis pas le Conseil. La voix d'Azura se renforce. Je suis la fille de guérisseur, et ma mère m'a appris que la vraie force est de choisir quoi faire avec les morceaux brisés. Elle regarde directement Ravens. Vous vivrez. Ses yeux s'ouvrent brusquement, choqués. Mais Azura élève la voix. Vous servirez chaque jour pour le reste de votre vie. Elle commence à arpenter la scène, s'adressant maintenant à la foule. Vous utiliserez votre connaissance des poisons, de la guérison pour enseigner. Ces mots sont secs, précis. Vous formerez la prochaine génération de guérisseurs. Vous vous assurerez que personne n'abuse de ce savoir à nouveau. Elle s'arrête, se retourne vers Ravens. Vous travaillerez à restaurer le territoire de Pine d'Argent. Reconstruirez les sources, les rendrez accessibles à toutes les meutes, gratuitement. Un temps, et vous ferez face chaque jour aux familles que vous avez détruites. Vous les regarderez dans les yeux, entendrez leurs histoires, porterez leur deuil. Sa voix baisse. La mort est trop facile, trop rapide. Vous ne vous échapperez pas dans les ténèbres. Elle s'approche. Vous vivrez, servirez et vous souviendrez jusqu'à votre dernier souffle que la miséricorde n'est pas une faiblesse. Des larmes coulent sur le visage de Raven. Je ne mérite pas la miséricorde. Non. La voix d'Azura est ferme. Vous ne la méritez pas. Elle soutient son regard. C'est ce qui en fait une miséricorde. La salle explose. Certains applaudissent, d'autres protestent. Certains pleurent simplement. Parce que ce moment n'est pas ce à quoi quiconque s'attendait. Caspian s'avance, lève la main. La foule se tait. Azura Whitewood a parlé. Sa voix résonne d'autorité. Et moi, en tant que roi Alpha, je soutiens son jugement. Il regarde Ravens. Vous serez déchus de votre siège au conseil, de vos terres, de vos titres. Sa voix est de fer, mais vous vivrez sous garde, sous surveillance, au service. Il fait signe au commandant Lysander, qui a été libéré de ses liens. Commandant, vous superviserez son travail, vous vous assurerez qu'il accomplit sa sentence. Lysander hoche la tête, sec, efficace. Caspian se tourne vers la foule. C'est une nouvelle ère pour nous tous. Son regard croise celui d'Azura. Une ère où nous choisissons la guérison plutôt que la vengeance, le service plutôt que le pouvoir. Une pause, et la miséricorde plutôt que les réponses faciles. La foule ne sait pas comment réagir. C'est sans précédent. Étranger. Mais lentement, un par un, ils commencent à s'agenouiller, non pas en soumission, mais en respect. Pour la servante qui a choisi la compassion quand elle avait tout à fait le droit de choisir le sang. Azura regarde la mère de tête inclinée et réalise qu'elle n'est plus invisible. Une semaine plus tard, la cérémonie a lieu dans les jardins du château, à ciel ouvert, avec des roses en fleurs. Le genre que Morel Ravens aimait. Azura porte une robe simple, en laine gris argenté, pas en soie, brodée d'herbes médicinales le long de l'ourlet et des poignets. Elle les a cousues elle-même pendant 7 nuits, tandis que Fantôme dormait à ses pieds
et que Caspian travaillait à son bureau à proximité. La broderie est maladroite par endroits, des points inégaux, parfaite. Ses cheveux sombres sont lâches, couronnés d'un simple diadème d'argent tressé. Pas de bijoux. Elle ressemble à elle-même, enfin. L'assemblée est petite. Le commandant Lysander, maîtresse Odessa, Dame Callista, Garrison, Marcus et ses gardes qui les ont laissés s'échapper. Les serviteurs qu'elle a guéris dans la cour, les gens du commun, les membres de la meute, des gens qui ont été invisibles toute leur vie. Ce sont ses témoins. Caspian se tient devant elle en tenue de cérémonie, mais il a retroussé ses manches, se rendant moins imposant, plus humain. Azura Whitewood. Sa voix est chaude. Vous êtes venu à ce donjon il y a 7 ans comme un fantôme, invisible, terrifié, déterminé à survivre. Il prend la couronne de Luna, simple, en argent, sans pierres précieuses massives, juste des lignes épurées et un artisanat élégant. Vous avez survécu. Plus que ça, vous avez guéri. Il soutient son regard. Vous-même et tous ceux que vous avez touchés. Une pause. Je ne vous couronne pas parce que j'ai besoin d'une alliance politique ou parce que la tradition l'exige. Il s'approche. Je vous couronne parce que vous êtes la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée. Et cette meute, ce royaume, a besoin de votre force. Il place doucement la couronne sur sa tête. Pas comme une propriété, pas comme une décoration. Sa voix baisse, comme une égale. La couronne se pose, légère comme l'air, lourde de responsabilité. Azura regarde la foule assemblée, prend une inspiration. Je ne sais pas comment être une Luna. Sa voix est honnête, vulnérable. J'ai passé 7 ans à récurer les sols, à me cacher, à essayer de disparaître. Elle s'arrête. Mais je sais comment guérir. Je sais comment écouter. Je sais comment voir les gens que la société ignore. Elle se redresse. Alors je ne régnerai pas. Je servirai. Elle regarde directement les serviteurs dans la foule, en commençant par ceux qui ont été invisibles comme je l'étais. Maîtresse Odessa essuie les larmes de ses joues burinées. J'ouvre une clinique de guérison ici, au château. La voix d'Azura se renforce, gratuite pour tout le monde. Les serviteurs d'abord, les gens du commun, quiconque à qui on a dit qu'il ne comptait pas. Des murmures d'approbation parcourent la foule, et je réforme le conseil. Elle jette un coup d'œil à Caspian, qui hoche la tête. C'était prévu. La moitié des sièges ira à des voix du peuple, élus, non héritées. Cela provoque des murmures plus forts, du choc, de l'excitation, de la peur de la part de ceux qui profitent de l'ancien système. Parce que le pouvoir concentré entre les mains de quelques-uns, la voix d'Azura est si ferme, mène à des tragédies comme Peine d'argent. Elle regarde vers l'endroit où Ravens est assis sous bonne garde, mais présent. Elle a insisté pour qu'il assiste, pour voir ce que ses actions ont engendré. Pas seulement la destruction, mais la transformation. Nous brisons des cycles aujourd'hui. Sa voix porte à travers le jardin, de violence, de silence, de souffrance invisible. Elle place sa main sur son cœur. J'étais invisible parce que j'ai choisi la sécurité plutôt que d'être vu. Une pause. Mais vous tous, vous êtes vus maintenant. Vos voix comptent. Votre douleur compte. Votre guérison compte. Des larmes coulent sur les visages dans la foule parce que ces mots, cette reconnaissance, c'est ce dont ils ont eu besoin toute leur vie. Alors aidez-moi. La voix d'Azura se brise. Aidez-moi à construire quelque chose de mieux. Quelque chose où personne n'a à choisir entre être vu et être en sécurité. Silence, puis applaudissements. Pas des applaudissements polis et formels, mais une approbation sincère et tonitruante. Les serviteurs sont les plus bruyants, car l'une des leurs vient de devenir reine et s'est souvenue d'où elle venait. Caspian s'avance, lui prend la main, non pas de manière possessive, mais en soutien. À la Luna, Azura, sa voix retentit, et à la guérison. À la guérison. La foule fait écho, et pour la première fois en 7 ans, Azura sourit, un sourire large, sincère, sans défense, parce qu'elle est chez elle. Enfin, pas dans un lieu, mais en elle-même. Les sources guérisseuses de Peine d'argent coulent claires. Après des années de travail minutieux, de filtration, de nettoyage, de restauration, l'eau coule à nouveau pure et avec elle, de petits miracles. Le pied-botte d'un enfant se redresse, la vue défaillante d'un aîné s'améliore, la douleur chronique s'apaise. Les sources sont ouvertes à tous,
gratuitement, comme elles auraient toujours dû l'être. Azura les supervise avec son équipe d'apprentis et un assistant improbable, Balthazar Ravens, qui a passé ses dernières années à enseigner, à documenter, à s'assurer que le savoir est préservé, non thésaurisé. Il est mort paisiblement 3 ans après le début de sa peine, dans les jardins qu'il entretenait, entouré d'herbes médicinales et des apprentis qui ont appris à le voir comme un exemple à ne pas suivre, pas un monstre. Un homme qui a fait des choix terribles et a passé le reste de son temps à essayer de réparer ce qu'il avait brisé. Ses derniers mots furent pour Azura. Merci de m'avoir donné la chance de servir. Elle lui a tenu la main pendant qu'il s'éteignait et a pleuré. Pas pour lui, mais pour ce qui aurait pu être. Elle a planté une rose blanche pour lui, pour la rédemption, parmi le mémorial de pain d'argent, parce qu'il y avait gagné sa place par le service. La clinique de guérison prospère. Ce qui a commencé comme une seule pièce s'est étendu à un étage entier. 50 apprentis guérisseurs de chaque meute, de chaque classe, de chaque milieu, apprenant non seulement les herbes et les techniques, mais aussi la compassion. Comment voir les patients comme des personnes, pas des problèmes. Dame Callista rend souvent visite, réformant le voile de fer de l'intérieur. Son père est en résidence surveillée, faisant face à une justice réparatrice similaire. Marcus dirige la garde personnelle de Caspian, formant les nouvelles recrues au service éthique, leur apprenant à remettre en question les ordres, à penser de manière critique, à choisir le courage plutôt que la conformité. Fantôme est plus gris maintenant, se déplaçant plus lentement, mais toujours dévoué, toujours montant la garde. Les enfants grimpent sur lui dans la cour. Ils le tolèrent avec une patience surprenante, comme s'il gardait une nouvelle génération. Ce soir, Azura se tient dans le jardin du mémorial, sous les roses où elle a été couronnée. La lune est pleine, projetant une lumière argentée sur des parterres soigneusement entretenus. Chaque personne perdue de pain d'argent a un rosier. Elle s'en occupe elle-même. Je n'arrivais pas à dormir. La voix de Caspian vient de derrière. Elle ne sursaute pas. Savait qu'il était là, pouvait le sentir. Je pensais à demain. Elle ne se retourne pas, continue juste de regarder les roses. La plantation de l'arbre, Lily aurait eu 10 ans. Caspian se place à côté d'elle, assez près pour que leurs épaules se touchent. Il lui prend la main. Leur fille de 3 ans dort paisiblement à l'intérieur, surveillée par maîtresse Odessa. Elle a les yeux gris d'Azura, ses cheveux sombres, la loyauté têtue de Fantôme. « Regrettez-vous parfois, demande Azura doucement, de m'avoir choisi cette nuit-là? » Caspian reste silencieux un long moment. Puis, chaque jour, son cœur s'arrête jusqu'à ce que « Je regrette de ne pas vous avoir choisi plus tôt. » Sa voix est douce. Avant que vous ne passiez 7 ans invisible, avant que vous ne souffriez seul, il se tourne pour lui faire face complètement. Mais regrettez le choix lui-même. Il secoue la tête. Jamais. Le souffle d'Azura se coupe. Fantôme savait. Il lève la main, glisser une mèche de cheveux derrière son oreille. Il a reconnu la force quand tout le monde ne voyait que la faiblesse. Sa main s'attarde près de sa joue. Je suis juste content de l'avoir écouté. Elle se penche contre son contact. Nous allons nous en sortir, elle le murmure, mi-prière, mi-certitude. Oui, Caspian la serre contre lui, parce que vous nous avez appris à guérir. Il reste là, sous les roses, sous la lune, 2 personnes brisées qui ont choisi de se réparer ensemble. Et le matin, ils planteront un arbre pour Lily, un mémorial vivant que la guérison est possible, que les cycles peuvent être brisés, que les invisibles peuvent devenir visibles, et que parfois le chien choisit sagement. Non pas à cause des lignées ou de la politique, mais parce qu'il reconnaît une survivante, une guérisseuse, une femme qui transformerait un royaume, non pas par la force, mais par l'acte révolutionnaire et silencieux et de choisir la compassion quand le monde attend la vengeance. Elle a prouvé que la vraie force n'est pas l'absence de rupture, c'est choisir quoi faire avec les morceaux. Et parfois, l'acte de résistance le plus puissant contre un monde qui vous veut invisible est simplement, doucement, avec persistance, de choisir d'être vu, de guérir et d'aimer malgré tout ce qui a essayé de vous apprendre le contraire.